administratif. Donc, Madame Charpentier, vous êtes également attachée temporaire d'enseignement et de recherche au sein de l'Université d'Orléans et vous préparez une thèse intitulée « L'office du juge administratif dans le contentieux de l'urbanisme ». Et c'est une thèse que vous préparez sous la direction des professeurs Blanco et Prié. Et ça tombe très bien, parce que je n'avais jamais très bien compris cette matière, le droit de l'urbanisme. Mais vous allez tout nous expliquer en 10 minutes à travers un arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2016, donc qui illustre le rapprochement des offices du juge administratif de l'urbanisme et de l'environnement. Donc je vous laisse la parole pour 10 minutes, Madame Charpentier. Merci beaucoup. Je vais essayer de respecter le timing imposé. Évidemment, je commencerai par les remerciements d'usage à mes deux camarades, Monsieur Maxime Charité et Madame Nolwenn Duclos, pour leur organisation et pour avoir proposé un thème aussi intéressant. Alors pour ma part, je ne vais pas traiter sur la commune d'Orléans elle-même, mais sur la commune, une des communes qui est regroupée au sein de la communauté d'agglomération orléanaise. Il s'agira de la commune de Mardié. Et c'est le sens donc d'un arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2016, donc Société ligérienne Granula. Et effectivement, au niveau du contexte général, j'évoquerai évidemment la distinction, la pertinence de cette distinction des contentieux entre celui de l'urbanisme, qui relève pour l'heure actuelle du contentieux de l'excès de pouvoir, et celui du contentieux de l'environnement, qui relève de celui de la pleine juridiction, et de voir à travers ces décisions un certain rapprochement qui s'effectue entre les offices de ces deux juges administratifs. Évidemment, au préalable, je vais présenter en quelques lignes les faits de cette décision. Le préfet du Loiret donc, délivre à cette société un arrêté permettant l'autorisation d'exploiter une installation classée, plus précisément d'exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires et l'installation d'une usine de traitement sur le territoire de la commune de Mardié. Évidemment, cette dernière ainsi qu'une association communale conteste devant le juge de plein contentieux cette autorisation d'exploitation d'une installation classée. Et c'est en tant que juge de cassation que le Conseil d'État va préciser l'office du juge plein contentieux en l'espèce. Alors je vais l'évoquer en fonction des deux moyens soulevés. Le premier, celui de la méconnaissance éventuelle de l'autorisation, la méconnaissance des règles d'urbanisme applicables par cette autorisation d'exploitation d'une installation classique. En effet, assez classiquement, le Conseil d'État rappelle que la règle d'urbanisme, le plan local d'urbanisme de la commune de Mardié, évidemment, est opposable aux autorisations d'exploitation d'une installation classée, je vais y arriver. Et en cela, effectivement, les règles d'urbanisme régissant l'occupation des sols, il est bien évident que la planification réglementaire, le plan local d'urbanisme, ne peut ignorer le risque industriel. C'est même une obligation législative, puisque au sein de l'article L101-2 du Code de l'urbanisme, il est imposé à l'autorité communale de prendre en compte les risques technologiques. Évidemment, cela va se traduire au sein du plan local d'urbanisme, plus précisément dans le règlement et le zonage, de prendre en compte, de prévoir des prescriptions qui détermineront les conditions d'implantation et d'utilisation de ces établissements qui vont exercer une activité industrielle. Et étant précisé que lorsque le préfet devra statuer sur la demande d'autorisation d'installation classée, il devra apprécier la compatibilité entre cette autorisation et le plan local d'urbanisme. Évidemment, compatibilité qui suppose qu'on peut s'éloigner de la norme sans pour autant la contredire. Il peut apparaître que le préfet soit obligé de refuser une telle autorisation s'il apparaît une incompatibilité avec la norme d'urbanisme, mettant ainsi au passage en échec le principe bien connu en droit administratif, principe d'indépendance des législations. Alors précisons désormais l'office du juge des installations classées. En effet, par principe, le juge de plein contentieux doit apprécier la légalité de l'acte administratif, en fonction des circonstances de droit et de fait qui sont applicables à la date du jugement, contrairement au juge de recours pour excès de pouvoir. En effet, par exemple, pour la légalité d'une autorisation d'exploitation d'une installation classée, il va l'examiner en fonction de l'état du droit applicable à la date du jugement. Pour voir une première décision sur le point du Conseil d'État 1967, Société Massigna. Une telle règle
s'explique donc évidemment par l'office du juge donc, de plein contentieux, puisque ce dernier, à la différence du juge de l'excès de pouvoir, dispose du pouvoir de réformation, donc à ce titre, pouvoir corriger l'acte dans le dispositif juridictionnel, pouvoir le modifier, donc il est nécessaire, il semble logique, qu'il puisse statuer en fonction du droit applicable donc, à la date du jugement et prendre en compte donc, les évolutions éventuelles donc, du droit et des circonstances de fait donc, pour pouvoir procéder directement à la correction de l'acte. Évidemment, ce principe n'est pas pour autant absolu et le Conseil d'État le précise dans cette jurisprudence commune de mardi. En effet, s'agissant des règles d'urbanisme, le juge de plein contentieux doit apprécier la légalité de cette autorisation en fonction des règles d'urbanisme applicables à la date de sa délivrance. Donc ainsi, il se situerait comme un juge de l'excès de pouvoir, pour le coup, en comparaison. Effectivement, une telle exception s'explique pour des considérations de sécurité juridique qui tient donc pour l'exploitant de l'établissement industriel. Toutefois, le Conseil d'État apporte dans cette jurisprudence une limite. En effet, le juge de plein contentieux ne saurait pour autant annuler cette autorisation si elle a été régularisée à la date à laquelle le juge statue. Alors, en ce sens, il va pouvoir constater la régularisation en raison de l'évolution des règles d'urbanisme au moment du jugement. Alors, une telle évocation de ce mécanisme de régularisation s'inscrit dans un contexte plus large, désormais, de l'évolution de l'office du juge administratif. Et il faut savoir que désormais, il a été consacré à partir d'une ordonnance alors, qui avait fait l'objet d'une expérimentation en 2016 et qui a été véritablement consacrée en 2017, donc, à l'article L180-18 du Code d'environnement, donc le pouvoir décisionnel, pouvoir juridictionnel de régularisation à l'égard des autorisations environnementales. Évidemment, technique qui est véritablement inspirée donc, de la technique de régularisation inscrite au sein même du Code de l'urbanisme. Alors pour préciser évidemment ce mécanisme juridictionnel de régularisation, il s'agit d'un procédé évidemment correctif. Il s'agit en ça de rendre conforme un acte administratif qui à l'initial était irrégulier. La correction s'effectue sur ce point à deux modalités. C'est là où est la particularité de ce mécanisme. La première, donc, le juge décide de la régularisation, considère que l'irrégularité donc, peut être corrigée. Le second temps, c'est le principe même, enfin, l'opération de régularisation. Elle s'effectue soit en cours d'instance, puisque le juge a décidé de surseoir à statuer, va donner un délai à l'administration pour que cette dernière régularise, soit à la suite d'une décision d'annulation partielle de l'irrégularité. Et donc à ce titre, la régularisation suppose la délivrance par l'administration d'un acte administratif dit régularisateur. Alors j'emploie le terme de Jean-Jacques Israël dans sa thèse intitulée « La régularisation en droit administratif ». Donc acte régularisateur qui sera soit le permis de construire modificatif s'agissant du contentieux de l'urbanisme, soit de l'autorisation environnementale dite modificative donc pour le code de l'environnement. En tout cas, la régularisation, quel que soit le contentieux, semble bien déterminée de manière identique. En ce sens, la correction de l'acte ne doit pas modifier substantiellement l'autorisation initiale. Autrement, il s'agira au moins, à minima, une confirmation totale, parce qu'il y aura une irrégularité seulement externe de l'autorisation initiale, soit une confirmation au moins partielle, et donc la régularisation ne doit pas revenir substantiellement sur cette dernière. Donc le procédé, quel que soit le contentieux, s'avère particulièrement similaire et finalement peut se poser sur la question de la pertinence de cette distinction des contentieux, voire que bien que le contentieux de l'urbanisme est bien classé, entre guillemets, en contentieux de l'excès de pouvoir, on voit bien qu'au regard de cette prérogative de régularisation, on voit qu'il s'achemine de plus en plus vers un juge de plein contentieux, puisque une telle prérogative donc, lui impose de décider de la modification même de l'acte, alors que le juge de l'excès de pouvoir est celui qui est le censeur de l'irrégularité, et de véritablement altérer l'appréciation initiale donc, portée par l'administration. Donc voir qu'un certain rapprochement se dessine sur ce point. Reste à évoquer donc le second moyen, le plus technique également, moyen tiré donc de l'illégalité du document d'urbanisme en vertu duquel donc l'autorisation ICPE d'installation classée donc, a été délivrée. Donc là, il faut au préalable que j'explique la définition de principe du moyen de l'exception d'illégalité. Donc,
Alors sur ce point, on va prendre la définition donnée par le Conseil d'État lui-même, donc, dans un avis contentieux au Cousoun du 30 décembre 2013, à savoir que l'illégalité d'un acte administratif donc, peut être invoquée par voie d'exception en raison que la décision administrative contestée constitue une décision prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Donc il faut expliquer qu'est-ce qu'on entend par mesure prise pour application. Alors là, pour le coup, je me réfère à un des articles portant le nom de M. Jean-Claude Bénézia dans les mélanges destinés au professeur Chaput. Qu'est-ce qu'il entend par mesure d'application? En cela, il s'agirait donc l'acte d'application de la règle supérieure, à savoir que l'exécution de cette dernière est impossible donc, sans l'intervention de ces mesures. Également, il évoque par mesure prise pour application donc les mesures prises en application, à savoir ces actes subséquents, donc, à savoir donc que la mesure d'application aurait pour objet de concrétiser la règle supérieure, c'est-à-dire être appliquée à une situation particulière, donc cette règle supérieure. Évidemment, en retenant une telle définition, cela sous-entend pour le Conseil d'État donc que les deux mesures, la règle supérieure comme la mesure dite en application, doivent nécessairement relever de la même législation. Et pour reprendre en fonction du droit de l'urbanisme, donc, évidemment, pour rappel, à l'initiale, le permis de construire était considéré comme une mesure prise pour application à l'enseignement du plan d'occupation du sol, désormais du plan local d'urbanisme, donc, et par voie de conséquence, donc, le permis de construire était annulé donc, en raison de l'illégalité du document d'urbanisme. Voir sur ce point, donc, des premières décisions dans les années 60, donc 1967, SCI, la Méditerranée. Et au vu de telles conséquences dans ce contentieux, évidemment pour les propriétaires, les constructeurs, le Conseil d'État va faire évoluer sa jurisprudence pour prendre la plus récente, celle de la Conseil d'État commune de Courbevoie de 2008, où déjà le Conseil d'État pose un postulat, le permis de construire ne constitue plus une mesure prise en application du plan local d'urbanisme. Pour autant, il admet quand même le caractère opérant du moyen d'exception d'illégalité. Pour l'expliquer, et même d'ailleurs, dans la décision commune de Mardier, le Conseil d'État, enfin le juge de plein contentieux, admet également l'opérance de ce moyen, c'est-à-dire à savoir, on peut invoquer par voie d'exception d'illégalité le plan local d'urbanisme, bien que soit contestée l'autorisation d'installation classée. Donc, pourtant, ce n'est pas une mesure prise pour application, puisque les deux actes, que ce soit autant la règle supérieure comme l'acte contesté, relèvent bien de législations différentes. Alors, comment expliquer une telle spécificité? Je reprendrai les termes de M. Vénézia, qui parle de mesures prises par application des règles d'urbanisme. En ce sens, il ne s'agit pas d'actes conséquences, mais plutôt des actes qui interviennent dans le cadre juridique de la norme supérieure. Donc, effectivement, le plan local d'urbanisme étant opposable, il rentre bien, l'autorisation d'installation classée, rentre bien dans son cadre juridique. Donc, admettre ainsi, en tout cas pour justifier un tel caractère opérant du moyen d'exception d'illégalité, remettant ainsi en cause également le principe d'indépendance des législations. Et en dernier point, évoquer les effets d'un tel moyen et les effets spécifiques autant contentieux de l'environnement que contentieux de l'urbanisme, du moyen tiré de l'exception d'égalité. En effet, par principe, lorsque vous invoquez par voie d'exception cette règle supérieure, elle est simplement écartée du litige et l'acte conséquence est annulé. Or, en urbanisme comme en environnement, en urbanisme codifié au L600-12, la déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme, pour notre exemple, ne va pas avoir pour effet de l'écarter, mais va avoir pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme antérieurement applicable, voire éventuellement, si lui-même est illégal, ou si pas, ça aurait été le premier, les règles d'urbanisme générales applicables. Et à ce titre, le requérant doit faire valoir non seulement l'illégalité du document d'urbanisme par voie d'exception, mais en plus que son autorisation méconnaît le document remis en vigueur, antérieurement en vigueur, et voir s'il y a compatibilité ou non.
Et évidemment, pour des questions de sécurité juridique, évidemment, l'autorisation ne sera annulée in fine que si on arrive à trouver l'incompatibilité entre l'autorisation d'installation classée et le document donc, qui a été remis en vigueur en raison de la déclaration d'illégalité. Alors, il est vrai qu'au vu d'une telle redéfinition de ce moyen d'exception d'illégalité, qui s'entend donc, quel que soit le contentieux, tant pour le juge de l'urbanisme comme le juge de l'environnement, on peut évidemment penser à d'autres éventuelles évolutions jurisprudentielles sur ce point. Alors, je n'en évoquerai qu'une seule. Il est évoqué, par exemple, pour la déclaration d'utilité publique, une jurisprudence sur ce point donc, du Conseil d'État. Préservons donc l'avenir à Ours-Monstolac de 2005 donc, qui évoquait que la déclaration d'utilité publique ne constituait pas une mesure donc, prise pour application du schéma cohérence territoriale et par ce biais-là donc, avait déclaré donc, inopérant le moyen tiré de l'exception de l'égalité. Au vu donc, déjà de la jurisprudence commune de Courbevoie plus cette jurisprudence donc, commune de Mardié, il ne serait pas inenvisageable de voir peut-être une évolution jurisprudentielle, mais concernant donc d'autres actes qui relèvent certes d'une autre législation, mais qui intervient également donc, en application de règles d'urbanisme et de la planification réglementaire. Donc, voir que, pour le coup, il y a une certaine démarche similaire entre les deux juges, et on voit au travers du moyen d'exception de l'égalité, voir qu'on essaye à la fois de préserver le principe de l'égalité, même en raccordant sur certains principes administratifs, mais aussi donc, toujours faire prévaloir la sécurité juridique, donc essayer d'éviter le plus possible, essayer d'éviter jusqu'à un certain point donc, de annuler systématiquement des autorisations individuelles. En tout cas, donc, un rapprochement qui s'opère, et cette jurisprudence donc, en est le témoin, cas d'un certain rapprochement qui s'opère de manière effective et qui marque sans nul doute une certaine porosité entre la distinction des contentieux, entre le contentieux d'excès de pouvoir et le contentieux de pleine juridiction, qui peut, à mon sens, évidemment apparaître dans certains points pertinentes, mais qui, pour le coup, parfois aussi également, devrait être peut-être remise en cause dans certains cas, et notamment dans le cadre des contentieux des autorisations individuelles. Je vous remercie pour votre attention.